Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. La Nouvelle-Calédonie détient le dramatique record de morts sur les routes, 6 fois plus élevé qu'en France. Hier encore, une femme d'une vingtaine d'années perdait la vie, la 34e victime depuis le début de l'année. Une situation alarmante qui implique souvent des jeunes. La jeunesse et la route, on en parle tout de suite avec mes invités. C'est un sujet qui endeuille de très nombreuses familles au pays chaque année. Les accidents de la route, une problématique qui touche les jeunes et moins jeunes, hommes, femmes de toute ethnie. Pourtant, aujourd'hui encore, le constat reste alarmant. Une situation que connaît malheureusement notre invité, John Mao, père d'une famille victime dans un accident mortel de la route. Il a bien voulu témoigner sur ce plateau. La moitié des victimes sont âgées de 18 à 34 ans. Quel rapport ont les jeunes avec la route? Grégoire Thibouville, psychologue, répondra à toutes nos questions. Et puis, à la fin de cette émission, Chavi nous rejoindra avec son quiz. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. John Mao, vous êtes le papa de 2 jeunes filles. Elles ont été impliquées dans un accident de voiture très grave il y a 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Oui, de façon brièvement, les filles montaient me rejoindre sur Bourail avec leur maman. Et à un endroit qui est très accidentogène au lieu dit la Tamois. Un conducteur sans permis sur l'autre voie a perdu le contrôle de sa voiture et est venu les percuter de plein fouet en choc frontal. Fort heureusement, mes filles étaient dans la bonne voiture parce qu'en face, il y a eu 2 morts. Mais ça a engendré un changement de vie pour nous, quoi. Aujourd'hui, elles sont vivantes et elles se battent tous les jours pour reprendre une vie dite normale, quoi, avec les séquelles d'un accident en choc frontal de la route, quoi. C'est-à-dire que plusieurs lésions, des vertèbres brisées, déplacées, des organes vitaux touchés et qui changent la vie, quoi, comme perdre sa rate ou avoir des broches sur 5 vertèbres pour une petite enfant de 10 ans qui doit continuer à grandir et qui est immobilisée avec des broches en titane dans le dos, quoi. Vous allez nous raconter un petit peu, nous témoigner tout au long de cette émission. Grégoire Thibouville, dans le bilan décennal de la DI3T, on apprend que 52% des victimes de la route avaient entre 18 et 34 ans. On va s'intéresser à cette tranche d'âge particulièrement. Quel rapport ont les jeunes avec la voiture et la route? Alors c'est un rapport qui est complexe. Je dirais que le premier rapport qu'ils ont, c'est l'accès à l'autonomie, ce qui est important, donc avec le sentiment de liberté qui est associé et qui peut engendrer chez certains d'entre eux, en tout cas, des comportements à risque, qui est lié principalement aussi à l'âge jeune adulte finalement. C'est parce que c'est quelque chose de comment dire, pas psychologique, mais... Non, mais ce qui est important, l'âge qui implique... c'est-à-dire que c'est pour la plupart d'entre nous qui sommes passés par là, on a bien vu qu'avoir le permis de conduire, c'est quand même accéder à un certain nombre de libertés et de jouissances. Et pour certains d'entre nous, lorsqu'on a mal intégré les règles ou qu'on a des comportements, on va dire, alcoolisés ou cannabisés, on va amplifier un certain nombre de risques potentiels et de passage à l'acte au niveau de la route. Oui. Justement, les jeunes, qu'en pensent-ils? Je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné hier au collège de Poindimier. À l'occasion de la journée citoyenne, les élèves de 3e et 5e ont participé aux ateliers liés à la sécurité routière. Notre journaliste Océane Zobler les a suivis. Reportage. Qui a déjà eu dans sa famille quelqu'un qui a été blessé ou qui est décédé suite à un accident de la route en ayant consommé de l'alcool, qui m'a levé la main? Regardez-nous, regardez-nous. On est tous concernés par ça. Il suit la route, ici là-bas t'auras un virage. Durant cette matinée, plusieurs collégiens ont expliqué qu'ils se retrouvent souvent dans des situations où les adultes consomment de l'alcool avant de conduire. C'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en danger pour ça. C'était pendant le mariage, pendant les vacances. On était entourés de soulards. Et puis on savait pas qui allait reprendre la voiture pour remonter. Et puis après, on a appelé une autre maman pour venir nous récupérer. Vu que j'ai jamais goûté de l'alcool, quand je vois les autres qui goûtent de l'alcool, je m'éloigne. Parce qu'après, quand ils m'emmènent avec eux dans leur voiture,
Ça me fait un truc bizarre. Enfin, j'ai peur qu'on fait un accident. Soit je monte pas ou soit je marche à pied. J'ai un proche qui, boit beaucoup quand même. Il peut être dangereux. Je m'inquiète aussi pour lui parce que ça peut être dangereux pour sa santé. Voilà comment on sert. Allez, encore un peu. Voilà. Allez, mets à bord, s'il te plaît. Alors, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 verres. Vous avez la possibilité de le faire, de prendre les clés de la voiture. Il ne vous a pas vu. Vous allez cacher. Il ne vous a pas vu. Vous allez cacher. Qui c'est qu'on va engueuler si on ne vous a pas vu faire? Normalement, ce n'est pas à vous de faire ça. Je suis vraiment désolé, mais avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit, d'accord? On est obligé d'avoir ce comportement-là pour préserver les gens qu'on aime. Si c'est arrivé, c'est parce que je n'ai pas été responsable. Et voilà, mettre cette petite graine-là dans le travail des plus jeunes pour qu'après, ils puissent avoir cette responsabilité-là, se dire aujourd'hui, je suis adulte, quand je vais consommer, je vais faire quoi? Je vais le faire avec modération au lieu de le faire en dépassant mes limites. Pour que la prévention soit réellement efficace, la Maison de la protection des familles de Koné assure un suivi auprès des jeunes de la classe de CM2 jusqu'au lycée. L'objectif, développer chez l'enfant un esprit critique face à cette problématique pays. La prochaine grande opération de gendarmerie aura lieu le mois prochain au lycée de Touault. Une réaction, Grégoire Thibaubil? Oui, ben là, on a des témoignages qui sont assez frappants sur les comportements des adultes et des fois le mauvais exemple qui montre aux jeunes générations et le travail de pédagogie qu'il y a à faire pour que chacun puisse finalement investir la route de manière adaptée et surtout respecter l'ensemble des règles pour qu'on puisse finalement se protéger des uns des autres. Là, quand même, on voit qu'il y a une jeunesse qui est bien consciente de ce qui se passe autour d'elle. La conscience de la responsabilité, on peut constater en fait finalement dans les discours, les échanges qu'on peut avoir avec un certain nombre de conducteurs que la notion de responsabilité, elle est concrètement acquise. Sauf que dans le comportement à risque, dans certaines situations, on va dire différents aspects vont venir. La relativité culturelle, la subjectivité va changer un petit peu leur façon de concevoir. Est-ce que finalement avec deux verres, est-ce que je reprends le volant ou pas? Et on voit qu'il y a une négociation avec soi-même ou des fois avec le groupe avec lequel on est qui nous fait dévier finalement des responsabilités dans lesquelles on s'était engagé. Donc c'est un peu la nature humaine aussi de toujours flirter, je dirais, avec les limites. Et ce déplacement, malheureusement, il est fatal pour certains d'entre nous. John Mao, vous nous avez contacté car vous avez souhaité raconter votre histoire pour faire bouger les consciences. Oui. En fait, après les 3 semaines de réanimation avec mes 2 filles, là, les 22 jours d'Evasan sur Sydney, et puis après, il y a eu le CSSCA, il y a eu la reprise de la vie entre guillemets, parce que l'une de mes filles était le matin à l'école, l'après-midi au centre de rééducation. Il a fallu accompagner la grande qui a commencé une nouvelle année à l'EGC. Et qui a fait que 2 semaines, quoi. Et en fait, il faut réapprendre à vivre, mais à vivre différemment, quoi, avec les séquelles. Et donc, après cette étape-là on va dire, de reprise de vie, j'ai ressenti très important en moi là, le fait de comprendre pourquoi ces drames depuis, on va dire, plus de 40 ans, quoi. Et c'est là où j'ai découvert des choses très curieuses, quoi. C'est qu'en fait, nos chiffres n'ont pas changé alors que dans d'autres pays, ils ont changé. L'année dernière, 70 morts. Normalement, si on avait les statistiques de la métropole, on ne devrait pas avoir plus de 12 morts par an. Et pourtant, il y a eu des plans triennaux, le plan triennal, le plan quinquennal mis en place sous certains gouvernements. Il y a eu des choses de fait, comme la facilité d'achat des pick-up double cabine, les fourgons et tout ça. Mais on en est toujours au même point, alors que les autres pays ont évolué. Et on a les statistiques de certains pays d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud, quoi, qui sont dramatiques, quoi. Et mon questionnement, c'est pourquoi rien n'a changé, et voire même les choses perdurent, quoi. Je veux dire, l'alcool inonde notre territoire. C'est 52 000 litres d'alcool qui sont consommés par jour en Nouvelle-Calédonie. On sait que presque 80% des accidents mortels sont causés par des chauffards sous l'emprise de l'alcool. Et c'est multifactoriel, mais le premier truc, c'est l'alcool. Et quand on sait que les alcooliers brassent des milliards, et que les budgets mis en place pour gérer l'entretien des routes, gérer la prévention routière, se chiffrent qu'en millions, quoi.
Et simplement une année de dividendes des 2 plus grosses brasseries financerait nos routes, quoi. Donc je pense qu'il y a des choses à agir, quoi. Vous êtes passionné de sport mécanique. Vous me disiez en préparant cette émission que vous êtes passé d'une forme d'inconscience à une prise de conscience sur le comportement que nous avons sur les routes. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas de problème d'alcool, de cannabis ou autre chose. Par contre, la vitesse pour moi a été une sorte de drogue. Depuis tout petit, je me suis intéressé à tout ce qui allait très vite, qui faisait du bruit, enfin que ça soit du rallye, du drift, du motocross, de l'enduro. Et je le mentionne pour que ça soit un exemple. C'est que pendant 50 ans, j'ai vécu dans l'insouciance. Donc merci. Le seul truc, c'est que le réveil a été brutal, quoi. Et j'ai fait partie de ces gens-là qui pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde et qui peuvent rouler à 200 sans problème, puisque ça fait des années qu'ils le font. Et puis un jour, tout s'arrête. Je veux dire, alors j'ai jamais causé d'accident, mais par contre, on a touché à ma chair, quoi. Et il a fallu que je voie, entre parenthèses, les boyaux de mes filles pour comprendre que ne pas respecter les limitations de vitesse, c'est dangereux, quoi. Parce que pour moi, je pensais que c'était dangereux pour les autres, quoi, parce que c'était les autres le danger. Et depuis l'accident, je comprends mieux le lien entre la vitesse, l'alcool et le fait qu'une famille peut basculer dans le deuil, quoi. Grégoire Thibauville, comment vous expliquez quand même qu'aujourd'hui, malgré ces chiffres qui sont dramatiques et alarmants, on a quand même, les chiffres restent pareils. Encore hier, une jeune femme mourait sur la route. La prise de conscience collective, elle est longue et difficile. Et je pense qu'il y a aussi un sentiment, peut-être, un certain sentiment d'impunité qui génère un certain nombre de passages à l'acte qui les facilitent. Donc c'est multifactoriel, hein. Il y a tellement de strates, tellement d'interventions qui doivent être faites. Bien sûr qu'il y a au niveau de la loi, la législation, il y a le travail de la prévention, il y a le travail de l'éducation, il y a le travail aussi au sein des familles, hein, c'est-à-dire les comportements à risque. Est-ce qu'on voit nos parents ou grands-parents bien se comporter sur la route, avoir les bonnes attitudes, ne pas consommer et prendre le volant, etc., etc. Donc il y a vraiment une prise de conscience globale et aussi individuelle, c'est-à-dire que chacun doit réfléchir et se dire quel type de comportement je veux avoir et quelles sont mes limites, qu'est-ce que je respecte ou pas. Mais on voit que c'est toujours un flirt délicat, hein, très délicat. Donc la perception du risque change avec l'âge ? Oui, elle va changer avec l'âge, pas forcément de manière systématique. Ça va être aussi les événements de vie qui vont, et on le voit bien avec le témoignage, qui vont interférer et qui vont faire changer notre regard finalement sur notre comportement au niveau de la route. Donc il y a plusieurs aussi facteurs qui vont intervenir là-dessus pour nous sensibiliser. Mais c'est vrai que le public jeunesse, il y a une sorte un peu d'insouciance, de goût de la vie, etc. Donc la question des limites, on appelle ça nous les conduites ordaliques, hein, c'est-à-dire la frontière entre la vie et la mort, faire des expériences de vitesse, de sensations, etc. Tout ça sont des facteurs qui sont beaucoup plus prédominants dans ces catégories d'âge. Le 7 août, le CESE a rendu un avis favorable à une proposition de délibération qui prévoit l'instauration de l'enseignement du code de la route dans les collèges. Est-ce qu'un cours obligatoire sur le code de la route permettrait à cet âge précoce, en plus des interventions comme celle de Poindimier, d'aiguiser les consciences ? Oui, plus on va faire d'actions, je dirais, éducatives, pédagogiques, plus on va sensibiliser nos jeunes générations à adopter les meilleurs comportements. On voit bien que même en métropole, quand on a installé la ceinture de sécurité, certains ont été encore en difficulté pour la mettre systématiquement. Aujourd'hui, on voit des jeunes générations qui la mettent systématiquement. Donc l'éducation, c'est long, et le problème, c'est que les effets sont assez frustrants parce qu'il faut des fois plusieurs générations pour évoluer le comportement. Une chose est sûre, c'est que dans le monde adulte, si on parle de la dimension psychologique, malheureusement, la loi, les règles qui vont être fixées vont beaucoup plus intervenir. C'est-à-dire la punition va plus marquer les jeunes, les plus âgés que les jeunes. John Mao, une enquête est toujours en cours concernant l'accident de votre fille. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences en fait de cet accident sur votre vie ? Nous, le 24 février 2023, notre vie, elle a basculé. Le matin de ce vendredi-là, je suis allé travailler au lycée Michel Rocard. Et donc, pendant ma séance d'atelier, mon téléphone se mettait à flasher et je le mettais en mode silence pendant mes cours. Et il flashait vraiment beaucoup. Donc, à la pause, j'ai regardé, j'avais plus de 30 appels.
Et le premier numéro où il y avait 12 appels en absence, là, je le recompose. Et là, j'ai quelqu'un qui m'annonce, qui demande de valider mon identité et qui me dit Monsieur Mao, il faudra être fort parce qu'il y a eu un accident sur la route. Et puis, il y a une maman et un enfant qui est mort. Et quand je dis, vous imaginez le choc un peu. Alors déjà, il y a l'incompréhension. On se dit que peut-être c'est pas la bonne information. Et j'ai demandé des compléments d'information et il me dit mais je sais pas, en fait moi j'ai juste prêté mon téléphone et les gens essayaient de vous joindre et vous répondiez pas. Et donc en fait c'est une grande claque et ta vie bascule quoi. Et suite à ça, je suis rentré chez moi au bout de un peu plus de 3 semaines. Donc j'habite Bourail, mes filles vont à l'école à Nouméa et j'enseigne à Pointe-Boute. Je suis rentré chez moi au bout de 3 semaines pour récupérer mon passeport et le passeport de mon aîné pour partir en Australie, donc 15 minutes. Après, je suis rentré chez moi 1 mois plus tard, pareil, pour récupérer des documents. Et là, on est fin août. Je suis rentré que 4 fois chez moi, dont une fois où j'ai pu rester à la maison. Enfin, c'était pas j'allais rechercher quelque chose et je repartais, quoi. Aujourd'hui, la vie, elle est stoppée, quoi. Je loue un appartement pour m'occuper de mes filles sur Nouméa. Avant, j'avais des activités comme tout le monde, quoi. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et psychologiquement parlant, le temps se découpe en... Soit ce sont des soins pour les filles, soit ce sont des documents à remplir. Et la troisième partie, c'est j'essaie de comprendre, quoi. J'étudie tous les textes, j'essaie de rencontrer les gens. Et puis tout ça, c'est haché parce que des fois, ça me rend tellement malade, je suis sous cachet, quoi, que j'arrive pas à dormir. Je veux dire, après, par exemple, des épreuves comme une émission, un rendez-vous, ou prendre la route simplement, des fois, c'est juste 1 heure ou 2 heures, et moi, il me faut 48 heures pour me relever, quoi. Donc la vie, elle est stoppée. J'espère que c'est que passager. Cette quête de compréhension sur l'insécurité routière, pour moi, elle est autant... c'est une thérapie. Par contre, je sens bien que ça m'entretient dans une espèce de marasme, quoi. Et je voulais revenir sur le comportement des jeunes. C'est qu'on a découvert que la partie maturité liée au plaisir depuis un peu plus de 100 ans rajeunit. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles qui deviennent des femmes à 10-12 ans. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans, c'était plus tard. Et des jeunes garçons qui se mettent, qui ont le développement physiologique du cerveau au plaisir plus jeune. Et par contre, le développement de l'analyse des risques, des conduites à risque, sont retardés à 24-25 ans. Donc du coup, on a une phase qui s'est allongée entre la conscience de la prise de plaisir et la conscience du risque du plaisir. Et pour moi, c'est une des explications pourquoi on a plus en plus de jeunes de 10-12 ans qui commettent des vols, qui boivent de l'alcool, qui se droguent. Et en même temps, un lien direct avec certains délits de fuite de jeunes qui ont 18-20 ans, parce qu'ils n'ont pas encore fait le lien entre leur action et les conséquences pour les autres. Et pareil, je veux dire, on s'est rendu compte que 80% des accidents sont créés par des chauffards hommes de moins de 32 ans. Et dans votre reportage, on le voit très bien, le gendarme qui parle aux enfants, qui a eu quelqu'un dans sa famille de blessé. Et l'évocation est très importante. C'est-à-dire que si vous dites à un garçon de 19 ans, ne bois pas et roule pas vite parce que tu vas mourir, il prend ça un petit peu comme un challenge, quoi. Je veux dire, allez, chiche, quoi, je vais le faire. Si vous le dites à une jeune fille, elle sait que c'est sa chair, c'est sa famille, ça n'a pas le même impact. Et pour toucher un homme jeune de 18-20 ans, il faut plutôt lui dire, il faut adapter son discours et lui dire, tu sais, si tu roules vite et que tu roules sous, c'est peut-être ta mère, ta sœur que tu vas tuer, ou ton meilleur ami qui sera assis à côté. Ça aura plus d'impact. En fait, il faut adapter son discours à la physiologie de la personne qu'on cherche à toucher, quoi. Je vous demanderai de rebondir sur ce qui a été dit par John Mao, mais tout de suite, je vais vous proposer de regarder cet extrait. Vous êtes avec le SCATGI, qui veut dire
C'est la société calédonienne d'analyse transculturelle de groupes et d'institutions. Voilà, vous le dites mieux que moi. À l'initiative de la conférence intitulée La jeunesse et la route, autonomie, risques et responsabilité. C'était donc Maxime Duviot, docteur en sociologie et travaille sur les addictions, notamment sur les jeunes. Donc je vous propose de regarder cet extrait. Mais très souvent, j'entends dire les jeunes, ils sont irresponsables parce que c'est la jeunesse. Et bien pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Il y en a, évidemment, hein, qui ne se soucient pas des autres. Ça existe. Mais il y en a aussi qui réfléchissent tout à fait à cela. Et qui existent dans cette forme de tension. Hein. Autonomie, responsabilité, le fil rouge de mon intervention. Hein, c'est compliqué quand même, la voiture. Puisque on peut mettre en danger les autres. Quoi. Cette conscience de la mort de l'autre, la possibilité de porter atteinte à l'autre, existe pour nombre de jeunes que j'ai interrogés. Ce qui se passe pour certains jeunes, c'est qu'il y a une forme de contradiction entre ce que dit le code et ce que moi j'en pense. Ils ne comprennent pas. J'ai par exemple l'exemple de cette jeune qui me disait moi, c'est pas compliqué, c'est limité à 30 km/h. C'est une route qu'elle m'a décrite qui était limitée à 30 km/h. Elle me dit je ne comprends pas, donc je vais à 50 km/h. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Je ne mets en danger personne, je ne comprends pas. Donc, hein, ce qui explique aussi, et au tout départ de mon exposé, là, le rapport à la transgression, c'est la subjectivité du rapport au risque, hein, qui dépend de chacun et chacune. Donc c'est intéressant ce que disait John Mao sur justement la conscience de mettre en danger quelqu'un d'autre, ce que dit Maxime Duviot. Oui, mais il pointe bien, je dirais, le chemin qu'il y a entre la transgression finalement, ou en tout cas le comportement transgressif. Donc effectivement, on va avoir une négociation avec soi-même. Hein. Il parle de la subjectivité. C'est important, c'est que chaque sujet va avoir sa perception des choses. En disant, si je peux transgresser ce feu rouge parce qu'il n'y a personne sur la voie, je peux accélérer parce que je suis tout seul sur la route, etc. Donc en fait, on a un discours avec soi-même qui nous fait transgresser un certain nombre de règles et de lois. Donc ça, c'est vraiment propre de chacun. Et c'est tout le travail qu'il y a à faire, je pense, en tout cas, dans l'échange, la communication et l'éducation, pour justement éviter que notre subjectivité prenne trop de place dans certaines situations. Et on le voit dans les situations d'alcoolisation, de cannibalisation, où on perd une part de notre conscience. Et du coup, cette dimension subjective prend beaucoup plus de place. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci John Mao pour votre témoignage. Et nous vous donnons tout notre soutien. Merci. Merci Grégoire Dibouville d'avoir accepté notre invitation. Avant de se quitter, je vous propose d'accueillir Xavi. Bonsoir Xavi. Bonsoir Falaï. Bonsoir à tes invités. Bonsoir. Un sujet difficilement rigolable, mais on va essayer de mettre un peu de légèreté dans tout ça. Je ne sais pas si le terme rigolable existe. Allons-y avec la première question. Et la première question qui est importante, quel est le pourcentage de candidats au permis de conduire à ne pas réussir du premier coup? Et après, je te demanderai personnellement si tu as réussi du premier coup. Pourquoi moi? Ouais, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est 45%? Est-ce que c'est 55% ou 65% à ne pas réussir au premier coup? Je dirais 45. Messieurs, pouf pouf. Moi, je dirais au moins plein, 65. Donc, il y en aurait plus qui ne l'auraient pas du premier coup. C'est une vraie. Ouais, ok. Ouais, je dirais au milieu, moi, du coup. Au milieu, 55. Eh bien, c'est Falaï qui remporte avec 45% d'échecs, donc. Non, mais sincèrement, je pensais plus. Hein. Falaï, l'as-tu eu du premier coup? Le code du premier coup, Falaï? J'ai fait 6 fautes. Bon, oui, voilà. Non, ils ont mis la petite musique, ils sont méchants. Il y a pire que toi. Il s'agit de Cha Sa-soon. C'est une Coréenne, elle a 69 ans. Elle détient le record du nombre de passages d'examen du permis de conduire. Vous voyez la question venir, c'est bon? Ouais. Combien de fois l'a-t-elle passé? On parle de la théorique en plus. Hein. Est-ce qu'il s'agit de 960 fois? Est-ce qu'il s'agit de 560 fois? Ou de 160 fois? Allez, on se lâche, messieurs, c'est parti. Je dirais 160. 160 fois, c'est déjà pas mal. Ça fait trop, sinon. 160, parce que j'imagine qu'il y a un impact économique. Donc tout à fait, ça coûte de repasser l'examen à chaque fois.
Je vais prendre le médium encore. Le médium pour vous 560, eh ben, personne n'aura la bonne réponse. Il s'agit de 960 voix. Elle le passe tous les 3 jours depuis 2005. Ah oui. Et d'ailleurs, elle a fait les gros titres en Corée du Sud. Et Hyundai, la célèbre marque coréenne, lui a offert une voiture de la valeur du nombre d'examens qu'elle a, Sans permis. qu'elle a passé. Voilà, magnifique. Si, elle a eu son permis à la fin, puisqu'il lui offre une voiture. Imagine, ce serait horrible. Quel est le triste record de la plus rapide suppression de permis pour un jeune conducteur? J'ai 1 jour, 12 heures ou 30 minutes. J'ai la réponse. Ouais. Je connaissais déjà. Tu savais déjà? Bon, je vais dire 30 minutes. moi. Ouais, alors il y a le fameux papier rose. Ouais. Ok. Et après, il a reçu son permis. Il a tenu 30 minutes. Extraordinaire. Bonne réponse pour vous, messieurs. Un triste record. Hein. Alors que la ceinture de sécurité à l'avant des véhicules est devenue obligatoire depuis 1973, en quelle année celle de derrière est devenue obligatoire? En France? Ouais, on parle de la métropole, c'est peut-être pas les mêmes lois pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il s'agit de 1979, 1985 ou 1990 à l'arrière? S'attacher à l'arrière. J'ai dit 79. moi. 79? Je dirais 85. Ouais. 85. Eh ben c'est 90, c'est super tard, non? Ouais. Bah, ici, Ouais. c'est 2005. Hein. Ah ouais, d'accord, ok, quand même. Moi, il n'y avait pas de ceinture à l'arrière de ma Dodoche quand j'étais jeune, je me rappelle. Merci d'avoir participé, merci d'avoir joué avec nous. Merci Xavi, merci John Mao pour votre témoignage, merci Grégoire Thibauville. Vous retrouverez cette émission sur notre site caledonia.nc. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Excellente soirée.